people still joining, but just to be Donc, il y a certains qui sont toujours en train de nous rejoindre, mais on va commencer. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Je m'appelle Nicole Cork, je suis responsable des activités chez IHR. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur notre panel sur le COVID-19, ce qui a été subventionné par le Centre de recherche et de développement international. Ce webinaire est présenté par les groupes d'intérêt spécialisés dans la santé et est traduite vers l'anglais et vers le français, vice-versa. Donc, si vous voulez écouter dans votre langue, on vous invite à sélectionner votre langue. Vous pouvez voir en bas votre langue. Et là, vous pouvez basculer entre l'anglais et le français. Ce webinaire va durer à peu près 60 minutes. Est en train d'être enregistré et sera téléchargé sur notre site web après. Avant de commencer, je veux vous parler, si vous avez des soucis techniques pendant ce webinaire, je vous invite à cliquer sur la pointe d'interrogation pour demander toute question. Tout le monde qui est connecté est en silencieux, mis à part nos orateurs. Donc, je vous invite à utiliser le chat pour vos commentaires pendant ce webinaire. Et on va répondre à vos questions à la fin. En fin de compte, on va envoyer un petit sondage après ce webinaire. On vous invite à remplir ce sondage après, parce que cela nous aide. Je vais passer la parole maintenant à Virginia, qui fait partie de notre groupe d'intérêt spécialisé. Virginia Wiseman. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, selon là où vous vous trouvez. Comme Nicole a dit, je m'appelle Virginia Wiseman, je suis coordinatrice du groupe d'intérêt spécialisé pour la couverture maladie universelle. Je vais commencer par vous dire que si vous êtes intéressé par participer ou faire une présentation dans ce webinaire pour notre groupe spécialisé, n'hésitez pas à se mettre en contact avec nous. On est toujours intéressé par d'avoir de nouveaux orateurs. Et si vous avez des suggestions sur d'autres activités pour le groupe d'intérêt spécialisé, n'hésitez pas à se mettre en contact avec nous. On est prêt à écouter vos suggestions. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir 3 orateurs de l'OMS Genève depuis l'Indonésie et RDC aussi. Et avant de vous présenter les orateurs, je vais vous présenter Karen Grappin, qui est professeure associée à l'Université de Hong Kong dans la division de gestion de santé et de politique qui va coordonner notre séance aujourd'hui. Donc merci Karen et merci à tous nos orateurs. C'est à vous Karen. Merci Virginia et merci Nicole pour votre effort pour faire fonctionner cette présentation. Oui, je m'appelle Karen Grappin, je suis à Hong Kong, donc bonjour à tout le monde, où que vous soyez. Aujourd'hui, je vais gérer la séance et répondre à vos questions aussi. Donc, si vous avez des questions pendant les séances, il suffit de les mettre dans le chat. Je vais les coordonner et ensuite répondre après. On a 3 différents orateurs que je vais présenter rapidement afin de vous dire de qui il s'agit. Chaque orateur aura environ 10 minutes pour parler. Ensuite, on aura, j'espère, suffisamment de temps à la fin pour discuter. Covid a changé beaucoup de choses sur la manière dont on considère les systèmes de santé, la couverture maladie universelle, et tous les orateurs ont différentes expériences en termes de Covid pendant différentes épidémies qui répondent aux questions pour nous dire ce qui se passe dans différents pays en ce moment. Donc notre premier orateur sera le Dr Hasbulla Tabrani, chef de parti pour les activités de financement USAID en Indonésie, qui va nous parler du remboursement dans les systèmes de santé universels. Il est professeur de l'école de santé publique et à l'université de
d'Indonésie. Entre autres choses, il est licencié en médecine à l'Université d'Indonésie et aussi différentes licences, y compris un doctorat en santé. Ensuite, il y aura le docteur Serge Mayaka de l'école de santé publique à l'Université de Kinshasa, en Congo, qui va nous parler d'un travail sur lequel on a travaillé ensemble sur le contexte de l'Ebola. Il est aussi médecin et a aussi des licences en santé publique à Kinshasa et doctorat aussi à l'Université catholique de Leuven en Belgique. Notre dernier présentateur sera le docteur Susan Sparks à l'OMS en Suisse qui va nous parler du financement. Elle a 15 années d'expérience dans la recherche au niveau des finances en santé publique. Elle est docteur de santé d'économique à Harvard. Ceci étant dit, je vais passer la parole à notre premier orateur, le docteur Hasbollah Tabrani, pour commencer. Merci Karen, merci Virginia. Je m'appelle Hasbollah Tabrani ici. Bonjour à tout le monde où que vous soyez. Merci beaucoup de l'opportunité de partager, de vous parler un peu de l'expérience pendant ce Covid. Donc, on parle de notre système d'assurance, comme on l'appelle. Ok. Donc, le financement de santé avant Covid est divisé en deux différentes catégories. En Indonésie, c'est la politique, les programmes de santé publique tout d'abord, où c'est les communautés qui en tirent l'avantage plutôt que les individus. Se sont financés par les impôts et gérés par le ministère de la Santé et les bureaux de santé au niveau régional. Ceux qui ont les soins au niveau individu sont financés par le système d'assurance nationale. On a ce système depuis 50 ans et c'est basé sur les systèmes de santé et c'est basé sur les impôts aussi. Ça s'appelle JKN. C'est l'assurance nationale d'assurance. Cela est financé par les retenues sur les salaires au niveau de 5% et une somme pour les employés. Cette couverture couvre maintenant 224 millions de personnes, 84% de la population. Voilà, cela est mis en place comme ça. Vous voyez que pendant JKN, on utilise des paiements prospectifs pour tous les avantages avec une capitation pour les soins primaires et ce groupe de case mix pour les soins à l'hôpital à deux niveaux, en interne et en externe aussi. Ensuite, on a des paiements de mise à niveau pour certaines procédures qui ne peuvent pas être groupées au niveau de notre moyenne. Donc voilà la situation que nous avons, le processus de demande pour les paiements se sont transférés de manière électronique vers les fournisseurs de soins de premier niveau. Il y a 23 000 partenaires et dans d'hôpitaux aussi. Il y a environ 26 000 hôpitaux au niveau privé et public et les paiements vers ces hôpitaux après les demandes de paiement se passent sous un maximum de 15 jours. Et ça, c'est le maximum selon la loi. Suite au Covid, la situation actuelle, le système de financement actuel est un peu différent parce que avec Covid, les patients, que ce soit des membres de JKN ou non, sont couvertes. Toute personne qui habite, tout individu qui habite en Indonésie a une couverture pour le Covid.
Donc cette couverture pour le Covid couvre tout le pays. Ça, là, c'est une carte de l'Indonésie et la carte de facteurs à risque qui sont classés avec les 500 districts plus ou moins en vert ou en rouge ou jaune ou orange selon les facteurs de risque. Nous on voit une tendance qui est en train de monter avec par rapport à l'Inde. Comme en Inde, il y a environ 558 maintenant de cas par million. Par exemple, un tiers des cas au Pakistan, par exemple, voilà. Ça, c'est les cas des pays avec plus de 200 millions de personnes. Mais en Indonésie et en Inde, on a une courbe, une tendance vers qui est en train d'augmenter. Ce financement est couvert par les tests rapides et PCR pour les systèmes de suivi. Ce n'est pas donc pour tout le monde actuellement, mais pour ceux qui ont une histoire de contacter les patients, pour ceux qui sont en contact, les appareils de protection personnelle pour les patients sont couverts par les budgets. Les frais d'urgence à l'hôpital sont couverts, peu importe les réseaux ou non. Tous frais à l'hôpital sont couverts, y compris les sacs mortuaires. Il y a aussi des incitations pour le gouvernement qui travaille ici sur le Covid. Ce financement, c'est un peu décentralisé. Donc le gouvernement au niveau local est autorisé à se modifier leur budget pour se focaliser sur le Covid pendant cette pandémie, tandis que sur les systèmes de santé à l'hôpital, il y a les services fournis par les hôpitaux qui sont financés par le budget national en utilisant le système de réclamation GKN parce que cela est déjà en place. Bien que certains hôpitaux ne font pas partie du réseau, mais ils ont toujours un accès à ces systèmes-là. Pour les paiements, on a utilisé différentes manières. On ne peut pas avoir les systèmes CBG actuels parce qu'avec il y a de nouveaux cas et le gouvernement, donc le ministère de la Santé, a dit qu'il y a un paiement par jour de remboursement. Le processus, on fait une demande par voie électronique. Les groupes sont divisés en deux groupes. C'est un peu complexe avec les comorbidités et sans comorbidité. Dans chaque groupe, il y a 6 titres, 6 critères que les hôpitaux peuvent utiliser pour faire leur demande au ministère de la Santé. Par exemple, on parle ici de la devise en millions et le taux de change c'est $1 pour 14 500 rupiah d'Indonésie. Dans différents cas, il y a différentes sommes par jour par rapport au dollar US par équivalent. Donc on a les soins intensifs avec ventilateur, sans ventilateur, avec une pression négative, plus ventilateur, et l'isolation à l'hôpital avec pression négative et sans avec une pression normale, et ainsi de suite. Voilà, divisé, c'est classé comme ça pour les demandes de remboursement. Il y a un problème au niveau de cette solution parce qu'avant Covid, les hôpitaux avaient des taux plutôt
élevé d'utilisation, mais puisque les individus avaient peur d'aller à l'hôpital pendant le Covid, ils sont pas allés à l'hôpital. Donc, pour la plupart des hôpitaux, on vu une baisse au niveau des revenus et des patientes au niveau de 60%. Beaucoup de médecins ont arrêté de travailler dans des hôpitaux et les hôpitaux privés ont beaucoup de problèmes au niveau des finances et ils ont même eu besoin de licencier des infirmières, des employés. Donc la semaine dernière, 83 000 demandes ont déjà été soumises, mais il y a un niveau faible de remboursement parce que beaucoup d'hôpitaux n'ont pas soumis les documents qui étaient nécessaires pour les systèmes de remboursement. Et donc les remboursements sont plutôt lents. On a un problème donc ici avec ces demandes parce que c'est un niveau plutôt faible. Il y a une politique de réponse rapide pour le financement, mais l'externalisation, c'est un peu lent. Bien qu'on utilise notre plateforme nationale d'assurance, après cette pandémie, il y aura une situation où les paiements à l'hôpital seront intégrés dans les systèmes de santé actuels. Voilà, je pense que j'ai terminé là. Donc, merci Karen. Allô? On va passer la parole à Serge maintenant. Serge, c'est à vous. C'est à vous, monsieur Serge. Bonjour à tous, mais pour ma présentation, je ne sais pas, Nicole, si tu l'as déjà placé. Serge, votre présentation est tout de suite après. Donc, si vous glissez sur l'écran et vous cliquez sur Next, vos diapos vont apparaître à l'écran. Encore une fois. Voilà. Ah, voilà. Donc, merci. Je ne sais pas si j'ai la parole. Je peux commencer? Oui, allez-y. Donc, si vous m'entendez bien, donc je vais commencer. Euh, voilà, donc je vais vous faire une présentation sur l'analyse de la gratuité des soins dans un contexte d'épidémie et comment la gratuité, quel est l'impact de la politique de gratuité des soins dans un contexte d'épidémie et de manière spécifique dans le contexte de l'épidémie à virus Ebola qui a affecté l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, vous savez que dans les contextes de... euh, excusez-moi. Voilà. Vous savez que généralement dans les contextes d'épidémie, les épidémies ont un effet sur l'utilisation des services de santé. Notamment, ça entraîne une déstabilisation de l'utilisation des services de santé, une réduction de l'utilisation des services de santé. Et cela, on l'a constaté à travers de grandes épidémies telles que l'épidémie du SRAS et également de l'épidémie à virus Ebola à l'ouest de l'Afrique, où on avait d'ailleurs constaté une diminution de l'utilisation des services de santé jusqu'à 18%. Et donc, dans les contextes des épidémies, on s'était rendu compte que
la mortalité n'était pas attribuable à la maladie elle-même, bien à l'épidémie elle-même, mais elle était plutôt attribuable à la faible utilisation des services de santé. Et c'est comme ça que pour essayer de contrecarrer ces effets de l'épidémie sur l'utilisation des services de santé, beaucoup de pays ont mis en place des politiques de gratuité des soins pour encourager l'utilisation des services de santé. Mais malheureusement, beaucoup de ces politiques de gratuité des soins ont eu des résultats qui étaient un peu mitigés. Et donc certaines études ont démontré qu'il y avait aussi bien des résultats positifs que des résultats négatifs à long terme. C'est le cas de l'étude que nous avons eu à mener l'année dernière dans le contexte de la région de l'Équateur, toujours en République démocratique du Congo, où nous avons eu justement à constater qu'il y avait des résultats qui étaient mitigés par rapport à la gratuité des soins qui avait été mis en place dans la région de l'Équateur pendant l'épidémie à virus Ebola. Et donc c'est comme ça que nous avons voulu mener une autre étude, mais cette fois-ci dans un autre contexte qui est l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme méthodologie, nous avons recouru aux séries chronologiques interrompues avec un modèle à effet mixte pour estimer justement les changements dans les taux d'utilisation des services de santé pendant la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins. Et nous avons utilisé des données mensuelles, des données provenant du système national d'information sanitaire sur l'utilisation des services entre janvier 2017 et janvier 2019. Et pour les services de consultation externe, pour les services de consultation pour des maladies infectieuses courantes, diarrhée, pneumonie, malaria, pour les services de santé de la mère et également pour les services de la vaccination. Et nous avons collecté les données dans les zones de santé, dans 3 types de zones de santé. Les zones de santé affectées par le virus à maladie Ebola et où la gratuité des soins était mise en place, les zones de santé affectées par la maladie à virus Ebola et où la gratuité des soins n'était pas mise en place, et et toutes les autres de santé restantes qui étaient considérées comme des zones de santé témoins. Et ce qui est important à savoir pour bien comprendre les résultats que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est que la gratuité des soins, la politique de gratuité des soins a évolué à 2 vitesses. D'abord, il y avait une gratuité totale, donc tous les services étaient gratuits pendant la période d'épidémie. Et puis après, ils ont évolué, mais cela demandait beaucoup d'argent. Et donc, ils ont évolué vers la politique de la gratuité ciblée, c'est-à-dire focalisée uniquement sur les consultations curatives et sur la prise en charge des accouchements. Et après, il y a une gratuité ciblée, cette fois-ci uniquement sur les consultations curatives. Et donc, on a laissé tomber les accouchements assistés. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté comme résultat? Lorsque vous voyez par exemple les consultations curatives et donc le nombre de nouveaux cas reçus à l'hôpital ou dans les centres de santé, ben, on se rend compte, si vous voyez la courbe qui est en bleu foncé, on se rend compte que dans les zones de santé avec Ebola et avec gratuité des soins, immédiatement après le début de l'épidémie et lorsque la politique de gratuité des soins a été mise en place, cela a augmenté une augmentation de l'utilisation des services. Et cette augmentation avait même triplé de manière très significative dans les zones de santé où la politique de gratuité des soins était mise en place. On a constaté que dans les zones de santé atteintes également par Ebola, mais où il n'y avait pas de gratuité des soins, il y avait également une augmentation significative de l'utilisation des services, tandis qu'il n'y avait aucun changement dans les zones de santé où il n'y avait pas Ebola et où il n'y avait pas gratuité non plus. Et cette allure de courbe qu'on a constatée pour les consultations curatives, ben, on a constaté également la même allure pour les cas de consultation pour les pneumonies simples confirmées. Vous voyez toujours la courbe en bleu foncé,
mais il y a eu une très grande augmentation de l'utilisation des services pendant la période d'épidémie à virus Ebola. Et lorsqu'on a mis en place la gratuité des soins, l'utilisation des services a beaucoup augmenté dans les zones de santé où on avait mis la gratuité, tandis que l'utilisation, et elle a augmenté de manière très significative, tandis que dans les zones de santé où nous n'avions pas mis en place la gratuité des soins, l'utilisation des services n'avait pratiquement pas bougé. Et cette même allure, nous l'avons également dans les accouchements assistés. Nous avons également une très forte augmentation de l'utilisation des services. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la gratuité ciblée, elle était focalisée également sur les accouchements assistés. Mais après, on a laissé tomber les accouchements assistés pour se consacrer uniquement aux consultations curatives. Et donc, c'est comme ça que, après la fin de la gratuité, vous constatez, toujours en regardant la courbe en bleu, c'est-à-dire les zones de santé avec Ebola et avec gratuité, à la fin de la gratuité, le taux d'utilisation des services a fortement diminué. Et donc, la mise en place de la politique de gratuité pendant une épidémie, notamment l'épidémie à virus Ebola, ça augmente de manière très importante l'utilisation des services de santé. Et immédiatement après la mise en place de la politique de gratuité, ça fait que la population utilise en grande quantité les services de santé. Et on a même constaté qu'il y avait des effets similaires, même dans les zones de santé qui n'étaient pas sous gratuité, mais surtout dans les zones de santé avec gratuité. Et cette augmentation a porté sur les consultations curatives, sur les accouchements assistés, sur les cas de pneumonie, mais on n'a pas eu de bons résultats ou bien d'une bonne augmentation pour d'autres services tels que la consultation pour la diarrhée ou bien les consultations post-natales chez les femmes qui viennent d'accoucher. Et on n'a eu aucun effet de la politique de gratuité sur la vaccination. Et il est important de préciser que les politiques de gratuité entraînent une augmentation rapide de l'utilisation des services et donc ça entraîne donc une charge de travail beaucoup plus importante pour les personnels de santé et ça entraîne également des contraintes budgétaires parce que on doit utiliser beaucoup de ressources pour subventionner les structures de santé qui sont sous gratuité. Et donc, en conclusion, notre étude a démontré que l'instauration d'une politique de gratuité des soins a entraîné une augmentation rapide de l'utilisation des services de santé, en particulier dans les zones de santé qui étaient affectées par la maladie à virus Ebola. Et cela contraste avec ce qu'on a constaté dans les autres épidémies, où je vous ai dit au début de ma présentation qu'il y avait des résultats qui n'étaient pas toujours, positifs ou même pas toujours bons lorsque la gratuité des soins était mise en place. Mais cette gratuité que nous avons constatée, elle n'est pas uniforme parce qu'elle concerne certains services et d'autres services ne sont pas considérés. Mais nous pensons quand même qu'avec ça, de telles politiques peuvent être efficaces pour diminuer l'impact des futures épidémies sur la santé des populations et donc pour faire en sorte que la population, surtout dans les contextes tels que les nôtres, la population accepte quand même de venir utiliser les services de santé, même si de manière générale, nous avons une épidémie ou une pandémie comme celle que nous avons actuellement qui sévit dans les services de santé. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous signale que cette présentation que j'ai faite fait partie d'un article qui est en cours de soumission dans une revue internationale. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. Merci, Serge. Hasbullah. Je m'appelle Susan Sparks à l'OMS de Genève, dans le département de système de santé, de gouvernance et de finances. Je vais charger mes diapos ici. Donc, je pense que ma présentation va essayer de faire le lien entre le contexte de l'Ebola, c'est-à-dire le programme de travail sur lequel je vais parler,
ce qui a démarré après l'Ebola et aussi considérer cela en lien avec le contexte du Covid. Et je vais parler du financement des biens pour la santé. Je vais en parler là. Donc, tout d'abord, ce diapo vous montre, c'est quelque chose qu'on a préparé au mois de novembre 2019 pour l'Assemblée sur la couverture maladie universelle. C'était la fin de la première partie de ce programme de travail qui a été dirigé par notre département en collaboration avec beaucoup de collaborateurs d'à travers les universitaires, les practitioners dans différents pays, différentes organisations au niveau international aussi. Ça a été poussé par le mouvement de couverture maladie universelle et en général, on a vu un accès accru au niveau de services de santé, mais il y a une amélioration au niveau de santé, mais on a eu une limitation au niveau du système de prévention qui sont axés sur la santé publique plutôt, et donc au niveau des risques. Donc le travail a été poussé par l'idée de comprendre et on se situer ces fonctions de santé publique au niveau centralisé au cœur d'une couverture maladie universelle au niveau des services individuels des personnes. Et je dirais qu'il s'agit de différents niveaux. On investit beaucoup dans les systèmes de traitement, de soins primaires, mais s'il n'y a pas de fondation en place, comme on voit actuellement, il y a un risque à ces différents services. Et aussi, on reconnaît aussi que beaucoup de ces services sont pas au niveau des systèmes, mais au niveau des systèmes. Donc, savoir comment aller au-delà des systèmes, des investissements, de financement qui sont axés sur les maladies, les programmes par programme, par rapport à ces fonctions partagées. Donc, les idées partagées pour la santé, ce groupe avait beaucoup d'économistes, était poussé par des pensées économiques sur la manière de présenter les arguments économiques pour les investissements dans les fonctions de population par rapport aux arguments de santé publique. Ce sont des fonctions basées sur la publique avec le besoin d'un financement des publics, des ressources partagées, prépayées et parfois aussi, on sait que le financement des barrières de fonds aura besoin de subventionner ces ressources. Ce sont en lien avec différentes conditions, c'est-à-dire le progrès et une rationale de la publique pour les interventions de gouvernement. C'est un argument sur les finances plus, et parce que ce sont des biens publics. Mais je parle aux économistes, mais cela ne fait pas tous partie de non-exclusionnaires, mais les externalités aussi. Et les rationnels pour les financements de public pour ces biens n'est pas à l'exclusion de finances publiques pour les autres financements pour les systèmes de santé et de couverture, mais cela c'est en lien avec les marchés de l'assurance, les manquements d'informations et des questions de sélection et ainsi de suite. Donc, ce sont différents arguments sous-jacents à ces questions de santé. Donc, maintenant, par vous parler de quoi il s'agit. C'est bien en théorie, mais les fonctions, les groupes d'experts ont défini 5 catégories, donc politique et coordination, les taxes et les subventions, les réglementations et les lois, la collecte d'informations, l'analyse et communication, c'est des systèmes de suivi, de systèmes de recherche et de développement, mais aussi les services de population. Ça, c'est un sujet important, les traitements d'eau usée, sanitation d'eau et les services de réponse aussi. Et l'argument traite du fait que ce sont des services critiques à la santé, mais aussi en lien avec des systèmes de changement climatique. Et ce sont des plateformes
qui sont aussi sous-jacentes à la couverture maladie universelle. Et c'est cet argument, on essaie de situer ces arguments dans des discussions sur la couverture universelle. Pour vous parler ensuite, Covid est arrivé. C'était pas seulement notre groupe d'experts qui avait essayé de prévenir pour dire qu'il fallait avoir plus d'attention sur la prévention en lien avec le changement climatique, la couverture, tuberculose et ainsi de suite. Et ce qu'on a vu, c'est les effets sur les taux de mortalité directs, mais aussi l'impact indirect aussi. Et comme Dr. Turvani a dit, cette externalité sur les services de santé qu'on voit à travers le monde et cette baisse au niveau des services, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a dit, Serge, sur le fait que l'utilisation des services a augmenté dans le contexte de l'Ebola, mais ce qu'on voit, c'est différents modèles lorsqu'on considère les différentes variations qui peuvent traiter des modèles d'accès. Donc voilà, ici, on voit comment remettre ensemble ces différents éléments. Et ça, je pense, nous montre qu'il y a... On a essayé de rassembler les communautés de la santé sur ces différentes fonctions, mais aussi, dans le contexte du Covid, le financement pour la sécurité serait différent par rapport aux finances d'une couverture universelle. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différentes et complémentarités entre les différentes fonctions. Donc, il y a des aspects distincts, mais comment faire en sorte qu'on essaie de mettre en place des systèmes de santé plus résilients, avec des sociétés plus résilientes aussi, comment faire en sorte qu'il y a une complémentarité entre les différents aspects. Donc, pour commencer, il faut considérer les investissements dans ces produits partagés pour la santé. Donc, puisqu'il s'agit des finances ici, pour vous dire, lors de notre revue, on a un journal spécifique sur ce sujet, il y a beaucoup de documents sur ce sujet. Et le document sur lequel j'ai participé, c'était sur le financement de ces différents actifs en lien avec la santé, avec l'eau. Tout d'abord, on sait que le financement public est central. Et donc, ça, c'est vrai partout, surtout pour la couverture. Donc, cette question n'existe plus. On sait d'où viennent ce financement, mais aussi avec le travail sur le coût, nous savons aussi que ces investissements sont rentables. Ce n'est pas des interventions à coût élevé. Donc ça, c'est une partie des questions. Mais ensuite, l'analyse. Comment faire avoir ces discussions à travers tout le secteur, bien que même si cela est à coût faible, comment faire en sorte qu'il n'y a pas de répétition et qu'on tire le maximum non seulement du secteur de la santé, mais aussi à travers tout le secteur public. Donc, ce que nous avons trouvé lors de notre revue au niveau de documentation avec ceux qui prévoient les politiques, c'est cette question de fragmentation. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais en termes de bien partager, cela peut lancer des défis au niveau de secteur de santé à travers les secteurs, mais aussi à travers les différents niveaux de gouvernement. Donc la question de décentralisation aussi, il s'agit de comprendre de quoi il s'agit en Indonésie par exemple actuellement. Donc sans rentrer plus trop dans les détails, il s'agit d'une fragmentation dans le secteur de la santé. Donc si on regarde les systèmes de suivi, de labos, de systèmes d'information, de transport, comment faire en sorte qu'on peut les mettre ensemble, parce que ce qu'on a vu lors de notre revue budgétaire, c'est que ce sont souvent fragmentés par les maladies. Donc, comment faire en sorte qu'on peut mettre ensemble ces plateformes et ces questions partagées, mais aussi avec une coordination entre la santé publique
Et l'assurance aussi est toujours considérée comme la couverture universelle, l'assurance pour la couverture universelle. Donc, comment faire en sorte qu'une planification budget, définition de budget, faire en sorte qu'il reste une complémentarité entre. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que les impacts sont sur la santé, mais les interventions en lien avec les biens partagés, mais aussi en termes de système de santé, sont à l'extérieur de la du secteur de santé. Donc, comment faire en sorte que les ministères de la santé s'engagent de manière plus efficace dans le système budgétaire? Comment faire en sorte que les systèmes de traitement et d'eau utilisée et usée et comment faire en sorte que la réglementation soit couverte. Cela va la main dans la main avec les systèmes de taxes aussi. Donc, en termes de coordination, donc considérer les différentes options budgétaires. Donc, les budgets, ligne par ligne, peuvent aller à l'encontre de cette flexibilité. Donc, comment utiliser les méthodologies budgétaires basées sur les programmes orientés sur les performances pour utiliser des indicateurs clés. Donc, cette question aussi au niveau des gouvernements, on en a parlé beaucoup en termes de COVID, en termes de coordination à travers les différentes entités, mais aussi pour savoir ce qui se passe lorsque les mobilisations sont au niveau sous-national. Comment faire en sorte que ce système national puisse mobiliser une réponse globale. Comment faire en sorte que les mécanismes réglementaires vont la main dans la main avec les fonds et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour permettre une réponse. Donc, en dernier lieu, pour considérer ce qui doit venir par la suite, les financements, donc pour considérer ce qui arrive par la suite, lorsqu'on met en place ces rôles d'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on a vu, c'est que mettre ensemble ces structures de gouvernement ciblées, donc considérer des systèmes de suivi, comment ces fonctions de suivi peuvent être mis en place à travers le secteur, ce qui a l'implication pour les labos, pour les systèmes d'information, pour ceux qui doivent mettre en place ces informations et les fonctions d'analyse. Ensuite, faire un alignement budgétaire avec une livraison plus efficace. Et comment avoir une flexibilité au niveau du processus budgétaire au fil de l'année, mais aussi en termes de performance aussi avec des indicateurs partagés. Et ensuite, au niveau décentralisé, reconnaître l'importance de ces biens partagés pour la santé avec une priorisation des systèmes à travers les différents niveaux du gouvernement pour comprendre dans ce contexte quels sont les leviers de financement parce qu'il y a des leviers politiques aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de leçons à tirer de l'expérience actuelle, que ce soit de bonnes expériences ou mauvaises en termes du mouvement de couverture universelle. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Karen maintenant. Merci beaucoup. Donc, merci à nos orateurs pour ces présentations très utiles. Donc, il y a 2 questions. Donc, je vais poser ces questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et on va voir si on peut les répondre par la suite. La première question, c'est à tous les orateurs. Bien sûr, Covid va changer beaucoup de différentes choses dans les systèmes de santé, surtout en termes de taux de maladie, ces questions de santé mentale, mais Covid va pas s'en aller. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé en termes du changement de priorité pour les dépenses du gouvernement total dans les pays? Et une question, beaucoup d'entre nous qui sont des chercheurs, qu'est-ce qu'on pense seront les priorités pour ceux qui sont intéressés par les questions de recherche et comment les soutenir, les choses que vous pensez peut-être dans vos pays, dans vos contextes. Je vais passer la parole aux orateurs.
Bonjour. Bien, ok. Je pense que c'est moi. Donc, pour la première question, je pense qu'on espère tous et toutes il y a un moment là, il y a beaucoup d'argent de mobiliser en lien avec la réponse économique au Covid, mais avec beaucoup d'argent aussi dans le secteur du vaccin. Et ces fonds sont mis en place de manière à développer des systèmes, les renforcer. Ce qui nous préoccupe après l'Ebola, c'était de travailler avec les collègues ou pour voir qu'on a eu beaucoup de discussions pour le partage des fonds pour développer les systèmes, mais peu de réaffectation. Et je pense que ça, c'est de mon côté, c'est quelque chose que j'espère beaucoup. J'espère qu'on se met ensemble de manière plus consistante en termes de nos relations avec les ministères de Finances et la manière dont on s'engage sur ces sujets. Oui, donc merci pour cette question. Je pense que dans le contexte d'épidémie, ce qui est un peu comme ce que a présenté Suzanne. Donc, il est important vraiment de garantir un financement suffisant pour les biens communs pour la santé. Parce que lorsqu'on va financer les biens communs pour la santé, ben cela va nous aider à garantir la mise en place des fonctions de santé publique qui sont nécessaires à la préparation et à la réponse envers la crise. Et malheureusement, il y a dans de nombreux pays, les investissements dans la préparation des épidémies n'ont pas été suffisamment priorisés au cours de ces dernières années. Et, euh, et donc, le, pour corriger, il est important que nous puissions financer les biens communs pour la santé de manière à préparer tous les dispositifs qui doivent nous aider à répondre au Covid-19 et tous les dispositifs qui vont nous aider à mieux nous préparer à faire face à ces défis qu'apporte la maladie. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, le financement doit être suffisant pour supprimer les obstacles financiers à l'accès aux soins. Et de sorte que on puisse permettre l'établissement du diagnostic et du traitement pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et justement, amener les personnes vers les services de santé, parce qu'ils savent qu'en allant vers les services de santé, ben, ils pourront bénéficier et du diagnostic et du traitement pendant qu'ils sont malades. Et c'est ça qu'on a eu à constater chez nous en Afrique, c'est que beaucoup de personnes préféraient rester à la maison parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient être pris en charge au niveau des structures de santé. Donc c'est ce que je peux dire en gros par rapport à la réponse à la question. Oui, j'aimerais répondre à la question de Mohamed Hook de Tasmanie en Australie. Après le Covid, le gouvernement de l'Indonésie avait une prise de conscience de la corrélation entre la santé et l'économie. Donc, les réformes, ils ont prêté beaucoup d'attention aux réformes. Il y a 2 semaines, le président au Parlement ou au Congrès avait demandé une réforme fondamentale de notre système de santé suite à beaucoup de gouvernements. Des membres du gouvernement ont vu ô combien les problèmes étaient difficiles et l'impact sur des services de santé, l'impact sur le développement économique. Ce qu'on a vu au niveau du Covid, on a
Cela nous donne l'opportunité de réformer de mettre à niveau notre système de santé qui a été sous-financé depuis plus de 3 décennies. Donc c'est une opportunité pour nous d'évaluer notre système de santé. Je pense que dans beaucoup de pays, c'est la même chose, surtout dans les pays à revenus modérés. La plupart des maladies chroniques ont des corrélations à long terme entre les comportements actuels, par exemple, et par rapport à l'impact des maladies. Donc la tension par rapport, ce n'est pas aussi importante que des maladies comme le Covid où l'impact est vu de manière très rapide dans d'autres secteurs. Merci. Ok, je voulais répondre à Virginia pour donner une réponse personnelle à Virginia sur les priorités de recherche. Ce qu'on voit au niveau des économistes actuels, c'est l'interface entre les politiques, l'économie et les finances. Il faut bien comprendre, on peut tirer l'expérience de cette question de couverture universelle parce que cela peut nous aider à faire un progrès au niveau des financements. On l'a vu en Thaïlande et en Turquie, donc comprendre ces dynamiques politiques pour faire en sorte que cela fasse partie de nos analyses sera très importante lorsqu'on considère la manière d'engager ces questions dans les mois et les années à venir. Merci. Ok. Moi, j'avais une question pour le docteur Sobani et je vais demander à différentes personnes qui sont en ligne si vous avez les réponses à les mettre dans le chat. Vous avez dit qu'il y a une baisse importante au niveau de l'utilisation des centres de santé et je sais que le gouvernement a différentes relations avec le secteur privé. Donc, je me demande ce qui se passe en termes de dialogue sur la manière dont il considère soutenir, faire perdurer, fournir un soutien au secteur privé pour faire face à ces moments difficiles pour un financement de santé. Comme d'autres entités, le gouvernement encourage avec des systèmes de soutien pour limiter l'impact économique sur toutes les activités, y compris les hôpitaux privés, donc le gouvernement au niveau de taxes sur les revenus. Ils ont reporté et subventionné ceux à faible revenu. Et ceux sur les faibles revenus vont recevoir plus d'argent du gouvernement pour faire en sorte que les activités puissent continuer. Et par rapport à ça, pour le secteur de la santé et l'assurance nationale, actuellement, le gouvernement augmente le financement et les subventions pour ceux à revenus faibles, surtout dans le secteur informel qui ne peuvent pas faire de contribution pendant le Covid. Donc l'assureur national peut avoir plus de liquidité pour payer les hôpitaux en temps et en heure. Donc actuellement, il y a un bon progrès là, mais il y a des gens qui ont toujours peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'être touchés par ce virus. Donc il y a eu moins de demandes du côté des hôpitaux privés. Donc on va mettre en place un système, c'est actuellement en phase 3. On
collaboration avec donc on va mettre en place un vaccin. Donc ça, c'est des informations utiles. Donc merci Karen. Oui, donc il y a une question que Suzanne m'a posée. Je pense que c'est par rapport aux tendances en termes aux tendances des données sur la protection financière pendant la période de gratuité des soins. Et je pense que c'est une question très importante et très pertinente. Effectivement, au cours de cette étude, on a eu à se focaliser uniquement sur les données d'utilisation des services et voir l'impact de la politique de gratuité des soins sur l'utilisation des services de santé. Mais ça aurait été intéressant, en plus de ça, de suivre de regarder un peu les indicateurs de suivi des progrès de la couverture santé universelle, notamment les indicateurs relatifs à la protection financière. Donc, on aurait pu, effectivement, en dehors de l'étude qui a été faite, de voir un peu la proportion des femmes qui sont couvertes par une assurance maladie ou bien la part des paiements directs sur les dépenses totales de santé, par exemple, ou bien voir, par exemple, la part des paiements directs sur les dépenses totales des ménages, ou voir aussi, par exemple, l'incidence des dépenses catastrophiques sur la santé des ménages, ou voir aussi d'autres indicateurs tels que l'incidence de la pauvreté, par exemple. Et je pense que ça peut faire l'objet d'une autre étude relative vraiment qui peut être en lien avec la collecte des données dans le contexte des comptes nationaux de la santé. Et on pourra justement essayer de collecter ces différentes informations. Mais dans le cadre de cette étude, cela n'a pas été collecté, même si, tel que Suzanne l'a proposé, je pense qu'il serait aussi pertinent qu'il y ait une autre étude où on pourrait justement se focaliser sur les tendances des données en rapport avec la protection financière, l'impact de la gratuité des soins sur la protection financière des ménages, avec des indicateurs qui sont spécifiques à la protection financière des ménages dans le contexte de la couverture santé universelle. En tout cas, merci Suzanne pour cette question. Bonjour. Il y a une dernière question. C'est pour le docteur Sebané aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que sera l'impact d'augmenter les paiements d'assurance santé en Indonésie? Donc, ce sera la dernière question. Donc, si je ne vous parle plus, merci d'être venu. Et je vais passer la dernière question à Dr. Sebani. Merci. Actuellement, cette année, le gouvernement a dit que l'augmentation des paiements en termes de paiements pour le secteur informel, bien que cela reste à 5% pour le secteur formel avec les augmentations de salaire, ce qui fait que les sommes ont augmenté. Nous avons déjà des modèles au niveau financier qui considèrent cette année l'assurance nationale va pas souffrir d'une baisse avec les contributions accrues et le gouvernement fait des subventions pour les secteurs informels qui va toujours payer les sommes précédentes financées par le budget national au niveau d'une subvention pour cette année et l'année prochaine. Et ensuite, les nouvelles contributions seront payées par les individus et cela va s'appliquer à partir de 2022 pour s'assurer que tout le monde ait un accès à un niveau suffisant
Et cela va continuer à avoir suffisamment d'argent pour rester en liquidité et cela sera maintenu. Donc, merci. Merci à tous nos orateurs aujourd'hui et à Karen et à Virginia. Comme vous avez dit, c'était la dernière question. Donc, nous avons terminé. Merci à tout le monde d'avoir écouté et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible dans les jours à venir sur notre site web. On va l'envoyer après, une fois disponible avec un sondage après le webinaire. Si vous pouvez remplir cela aussi. Merci donc tout le monde et bonne journée.